À tous, merci d'être aujourd'hui parmi nous là, pour le 5e Midi Flash Frac qui va porter sur la main-d'œuvre agricole. Avant de vous présenter nos deux invités, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement du webinaire. Tous vos micros sont fermés là, pour assurer qu'on ait un niveau sonore là, acceptable et qu'il n'y ait pas de cris inopportuns durant la présentation. Toutes les questions, vous pouvez les envoyer si vous avez des questions durant la présentation à Audrey Frac. Vous allez trouver là, dans Zoom, il y a la section converser, donc vous pouvez lui envoyer la question, puis on aura une période à la fin pour les poser. Vous pouvez les envoyer là, à n'importe quel moment. Et la présentation est enregistrée actuellement, puis elle sera disponible pour tous les membres là, pour une présentation, en fait, pour réécouter à d'autres moments. Donc, aujourd'hui, on a Mme Geneviève Lemonde qui est directrice générale chez Agricarrière et on a Mme Frédérique Proulx qui est, je me rappelle plus de ton poste, Frédérique, je m'excuse, au Centre d'emploi agricole Outaouais-Laurentides. Donc, je vous laisserai vous présenter, mesdames, présenter un peu votre organisme, puis vous pourrez débuter la présentation. Super. Bien, bonjour tout le monde. Je vais vous partager déjà d'emblée la présentation. Vous la voyez bien à l'écran? Je crois que oui. Parfait. Excellent. Donc, merci d'être là, Geneviève Lemonde. Donc, comme Anaïs le disait, directrice générale d'Agricarrière, le comité sectoriel de main-d'œuvre. En deux mots, là, de façon bref, je vais laisser aussi Frédéric se présenter. Agricarrière, c'est un comité donc qui s'occupe de tous les enjeux liés à la main-d'œuvre, à la formation, à la gestion des ressources humaines. On travaille en très grande proximité avec les centres d'emploi agricoles. C'est un peu comme, je dirais, la comparaison peut-être avec un constructeur automobile où on construit des outils, puis après ça, bien là, sur le terrain, c'est les centres d'emploi qui déploient chez les différentes fermes agricoles des régions les outils, les programmes. On va vous parler de ressources tantôt, fait que c'est un peu comme ça que ça se matérialise dans le fond là, sur le terrain. Alors, voilà de mon côté. Frédéric, si tu veux te présenter. Oui, donc je me présente, Frédérique Proulx, je travaille pour le Centre d'emploi d'Outaouais-Laurentides. En fait, je suis conseillère en ressources humaines et répondante en formation agricole. Donc, en fait, les centres d'emploi, il y en a dans toutes les régions. Puis, dans le fond, souvent, on va s'occuper des demandes de travailleurs étrangers. Les conseillères en ressources humaines vont faire tout ce qui est des mandats en ressources humaines. Donc, par exemple, des échelles salariales, des manuels d'employés. Donc, ils sont là pour répondre à vos besoins en ressources humaines. Il y a également répondante en formation agricole qui est pour répondre à vos besoins en formation. De même que souvent dans les centres d'emploi, il y a également des mutuelles de prévention, là, donc des personnes qui s'occupent de la santé et de la sécurité au travail. Excellent. Donc, notre plan de match, en fait, pour les prochaines minutes, c'est de faire un topo là, sur les sujets que vous voyez à l'écran. Vous avez sûrement entendu, vu, passer tout ce que je sais à la campagne. J'y vais sur le champ avec le contexte de la COVID qu'on a vécu. Donc, on va vous faire un petit retour sur cette campagne-là, puis qu'est-ce que ça a donné vraiment sur le terrain. Ensuite, on va glisser vers les bonnes pratiques justement en gestion des ressources humaines à la ferme. Et pour conclure avec toutes les ressources disponibles pour vous, parce qu'il y en a beaucoup en agriculture, on est quand même, vous êtes quand même choyés sur toutes les ressources qui sont disponibles au niveau de la main-d'œuvre. Donc, on va vous dresser là, un portrait de ça. Puis, on aura du temps pour discussion, vos questions là, à la fin sans problème. Alors, si on commence avec la campagne J'y vais sur le champ, je vous remets le visuel là, que vous avez sûrement vu circuler là, au cours des dernières semaines. Le topo sur cette campagne-là, en fait, le point de départ, c'est vraiment la pandémie là, qui nous est un peu tombée, là, tout le monde sur la tête, la COVID-19 qui est arrivée en mars. Et qui coïncidait avec habituellement l'arrivée à ces périodes-là, ou le début en tout cas de l'arrivée de milliers de travailleurs étrangers temporaires au Québec, ce qui a vraiment complexifié là, beaucoup la situation. Et à ce moment-là, donc, avec l'UPA, avec Agricarrière, avec le MAPAC, on a vite vu
les conséquences, puisque ce que ça pouvait avoir là, sur les fermes, puis auprès de vous, producteurs. Puis on a dit qu'est-ce qu'on peut faire. On n'aura pas nécessairement de contrôle, ou en tout cas, on va pousser sur le dossier des travailleurs étrangers temporaires pour qu'ils arrivent au Québec en toute sécurité dans les mesures sanitaires, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et c'est là que la campagne a vu le jour avec les multiples Québécois, Québécoises qui étaient en mise à pied temporaire à la maison. On a décidé de lancer un appel à ces travailleurs-là puis de leur dire, bien, si l'appel du champ vous intéresse, ça vous tente d'être utile, pas nécessairement de rester à la maison, venez à notre rencontre. Alors, J'y vais sur le champ est né de ça. Et en date d'aujourd'hui, les chiffres que vous voyez, c'est les chiffres là, pas mal à jour. Depuis le lancement de la campagne, on peut dire que, outre le fait qu'on est dans une situation vraiment complexe et qui a amené là, vraiment beaucoup d'enjeux, ça a donné quand même une visibilité vraiment exceptionnelle à l'agriculture, aux métiers agricoles. Il y a eu essentiellement sur le site d'emploiagricole.com, là où on dirigeait tout le monde, un peu sur le site d'AgriCarrière aussi, un peu sur le site d'AgriJob pour les travailleurs de Montréal. Mais il y a eu plus de 200 000 visiteurs sur les sites web. Donc, il y a eu là, vraiment une effervescence là, au niveau de l'agriculture. 15 000 candidatures reçues partout au Québec. C'est sûr qu'il y a eu des régions où on en a plus reçu, la Montérégie, entre autres. Il y a eu beaucoup de travailleurs aussi de Montréal qui ont posé leur candidature. Et en résultat concret, au fil des semaines, les jumelages entre ces travailleurs-là, ayant ou non de l'expérience en agriculture, et les employeurs qui avaient des besoins parce que leur travailleur étranger n'était pas arrivé ou parce qu'il était arrivé, mais parce qu'il devait être en quarantaine pendant 14 jours. On a fait, en fait, les centres d'emploi ont fait des jumelages et vous voyez là, la progression en avril, en mai, en juin, le nombre de travailleurs québécois qui ont été jumelés au moins une fois. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait des tests, puis on va le voir là, dans la prochaine acétate avec Frédéric, qui ont fait des tests, puis qui ont peut-être vu que c'était pas pour eux. Mais sinon, il y en a plusieurs là, qui sont jumelés depuis plusieurs semaines déjà. 800 employeurs aussi là, qui ont été impliqués, qui ont levé la main, qui ont contacté le centre d'emploi puis qui ont dit qu'ils voulaient avoir des travailleurs issus de la campagne là, pour les appuyer. Principalement, là, on s'en doute, là, en production maraîchère. Au niveau des défis de cette campagne-là, mais aussi de ses succès, je vais laisser Frédéric là, poursuivre là-dessus. C'est sûr qu'une telle campagne là, qui est quand même assez d'envergure, c'est sûr que ça venait avec des défis. Puis parmi eux, on a la rétention des travailleurs puis le rendement. Au niveau de la rétention, là, en moyenne, c'est sûr que ça diffère d'une région à l'autre, mais il y a quand même un taux de 70 % de rétention, ce qui est quand même très bien et qu'on est très content de ça. Puis, c'est sûr que qu'est-ce qui fait en sorte la plupart du temps que les travailleurs partent, c'est l'exigence physique. Donc, souvent, c'est des travailleurs qui n'ont pas l'habitude de travailler en agriculture, penchés toute la journée. Donc, plusieurs d'entre eux ont quand même trouvé ça difficile. Donc, il y en a là, qui sont retournés soit à leur ancien emploi ou qui ont quitté. Puis, je ne vous cacherai pas non plus là, que la PCU n'a pas aidé là, quand il y a eu l'annonce de la PCU pour les étudiants. Je dirais que les banques de candidats, là, ils ont descendu drastiquement. Un autre défi, c'est le rendement. Donc, c'est sûr que les employeurs qui sont habitués avec des travailleurs étrangers, qui, eux, ont de l'expérience, qui ont déjà fait de l'agriculture dans leur pays, la chaleur est accroupie. Là, c'est sûr qu'ils se retrouvaient avec des travailleurs super motivés, qui veulent toutefois aucune expérience. Et comme dans tout, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, le rendement là, ne pouvait pas accoter celui des travailleurs étrangers. Toutefois, dans les succès, là, on a eu des très beaux jumelages. Là, Geneviève en a un petit peu parlé plus tôt. Parmi eux, la plupart du temps, c'est des jeunes, donc curieux, en forme, qui veulent travailler. Et souvent, c'est ce que les employeurs nous disent là, au téléphone. Oui, le rendement est peut-être un petit peu moins là, mais de les voir aller aussi motivés à vouloir continuer, pour eux, ça fait leur plus grand bonheur. Donc, il y a même des employeurs là, qui ont trouvé des chefs d'équipe parmi les gens qu'on leur a
envoyés. Il y a même des travailleurs qui parlaient espagnol, donc ça s'entendait super bien avec les travailleurs étrangers déjà en place. Donc, je vous dirais là, que le succès, c'est vraiment la motivation des nouveaux travailleurs là, puis leur persévérance à vouloir travailler. Si on poursuit donc avec les bonnes pratiques, c'est sûr que dans le contexte actuel là, où on est, la main-d'œuvre locale se fait, veut pas, de plus en plus rare. Puis surtout, la main-d'œuvre qui est compétente puis qui est qualifiée, elle est dure à aller chercher. Donc, c'est pour ça que c'est bien important là, de mettre en place des bonnes pratiques en gestion des ressources humaines. On a décortiqué ces bonnes pratiques-là en 5 facteurs. Donc, le premier, c'est, dans un premier temps, pour l'employeur, de bien définir ses besoins, donc d'avoir un processus de dotation. Il arrive que des décisions d'embauche là, super rapides, on a des bonnes retombées, là, s'avèrent fructueuses, mais le contraire se peut également. Fait que le fait d'être structuré montre un certain sérieux et un certain professionnalisme pour les futurs employés. Puis, il faut de penser là, que c'est synonyme nécessairement de lourdeur administrative. Souvent, c'est ça qu'on se dit, « Ah, on n'a pas le temps, ça va être long à faire. » Au final, il faut plutôt voir ça là, comme des retombées, puis le fait d'économiser du temps parce qu'un processus d'embauche, c'est supposé d'être simple et c'est supposé d'être rapide. Donc, avant d'afficher un poste, et c'est de là que ça commence, c'est de se dire, bien, oui, j'ai-tu un processus d'embauche? Est-ce que vous avez revu vos critères d'embauche? Est-ce que le poste nécessite absolument toutes les conditions que vous demandez? Souvent, on voit que certains employeurs là, demandent plusieurs années d'expérience pour un poste qui est relativement peu complexe. Est-ce qu'un candidat inexpérimenté, mais avec un très grand potentiel, pourrait faire l'affaire? Donc, c'est comme des questions à se poser avant d'afficher le poste. La même chose, souvent en agriculture, le nombre d'heures travaillées, là, on dirait qu'il peut aller à l'infini. Bien, c'est de se demander, est-ce que le poste, au lieu de dire, bien, c'est 70 heures, est-ce que ce poste-là peut être scindé en 2? Donc, au lieu d'embaucher une personne, on en embauche 2, 35 heures chaque. Donc, ça augmente nos chances là, de pouvoir recruter quelqu'un de compétent et de ne pas passer à côté d'une super candidature. Est-ce que aussi, en entrevue, on demande c'est quoi les attentes du candidat vis-à-vis le poste? C'est toutes des questions qui est super important de se poser, puis ça, c'est avant l'embauche du candidat. Parce que souvent, l'un des principaux facteurs de départ là, des employés, c'est justement ce mauvais jumelage-là. Donc, l'employé se fait des attentes, puis finalement, c'est pas ça qui était, c'était pas ça le poste qu'il pensait et vice-versa. Puis c'est important de se poser ces questions-là, même si vous connaissez personnellement la personne, là, que ce soit un voisin ou quoi que ce soit. Parce que justement, là, de parler de la nature, les défis du poste, puis s'assurer là, que les deux personnes sont sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est le premier facteur. Le second, c'est l'accompagnement. En d'autres mots, un peu l'encadrement qui est super important. Dans les bonnes pratiques qu'on peut avoir, c'est d'avoir un processus d'accueil et d'intégration. Donc, c'est de dire la première journée, elle est super importante. Puis, c'est rarement synonyme de travail intense. Souvent, la première journée, on découvre les lieux, on se promène avec l'employé, on y montre les espaces de travail, on rencontre les collègues. Il est important d'expliquer comment ça va se dérouler son entrée en poste. Ça va être quoi la première semaine de travail, à quoi ça va ressembler. Puis, souvent, l'employeur dit « Ah oui, mais c'est lourd », mais ce n'est pas nécessairement à lui de faire tout ça. Là. Il peut le jumeler à un autre travailleur qui a de l'expérience puis dire « Tu peux-tu lui faire le tour de l'entreprise? Tu peux-tu le guider? » Un peu le parrainer, si on peut dire. Donc, ça, c'est un peu le processus d'accueil et d'intégration. Et une autre pratique qui peut être intéressante, c'est d'avoir un processus d'évaluation. Et ça, c'est d'en parler dès le départ avec les employés. C'est quoi un processus d'évaluation? C'est d'avoir des attentes claires par rapport à son travail, dans le fond, là, des objectifs. Puis ça, souvent, dans les premières semaines, on rencontre l'employé pour lui dire, là, c'est quoi dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, ça va être quoi son objectif. Donc, un exemple, bien, face au travail d'équipe, je m'attends à ce que d'ici quelques temps, tu participes aux échanges. Tu
t'exprimes tes besoins, tu tiens compte de ceux des autres. Donc, c'est vraiment de dire et de l'écrire textuellement, c'est quoi les attentes pour par la suite pouvoir dire oui, ça marche pas, voici sur quoi il faut travailler. Puis en plus, souvent, ces évaluations de rendement-là permettent aussi d'avoir un moment avec l'employé de s'asseoir et de parler justement de qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, à place d'attendre à la dernière minute d'avoir le vase plein, et d'éclater. Si je poursuis, donc le troisième facteur vient la formation. Puis souvent, le processus d'évaluation que je viens de parler, c'est un bon moment là, pour parler justement de la formation. Il faut dire que la formation, c'est un investissement. C'est souvent très sous-estimé, mais c'est aussi un grand facteur de rétention là, chez les gens parce qu'ils ont la possibilité de se perfectionner et d'avoir la chance souvent de progresser dans l'entreprise. Fait que les formations, là, ça peut être très vague, là, formation en ligne, en classe, coaching. Fait que souvent, l'évaluation de rendement, là, ça permet de s'asseoir puis de dire c'est quoi tes besoins, sur quoi tu as l'impression que tu es plus ou moins à l'aise puis qui est important dans ton travail. Ça peut être une formation sur Excel, ça peut être plus technique également. Puis, veux pas, les collectifs, ils ont une panoplie de formations qui est en ligne, qui existe ou sinon même le demander. Un autre facteur de rétention, c'est l'appréciation. Qui n'aime pas se faire donner une petite tape dans le dos une fois de temps en temps ou sentir là, que son travail est apprécié de ses patrons? Il existe différentes manières là, de le démontrer. Ce n'est pas obligé nécessairement d'être monétaire. Ça peut être souligner les bons coups, organiser, oui, une journée de reconnaissance. Juste une petite carte d'anniversaire à sa fête disant bonne fête de toute l'équipe de la direction. Surprise, on a travaillé vraiment fort cette semaine, on finit plus tôt. À 3 heures, tout le monde a fini le vendredi. Donc, juste des petites attentions comme ça qui montrent là, que vous appréciez puis vous reconnaissez le travail qui est fait. Et finalement, le dernier facteur, là, donc, je vais vous parler, c'est le sentiment d'appartenance. Souvent, ça reflète l'attachement puis la fierté là, que vos employés ont pour votre organisation. Donc, quelques petits trucs qui peuvent être faits. Donc, soit être à l'écoute de son employé, organiser des activités sociales, impliquer les employés dans les décisions qui les concernent. Ça peut être souligner encore là les bons coups de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Là, il y a une entreprise dans le coin de Saint-Joseph-du-Lac. Eux, ils ont décidé là, au début du COVID de faire du Purel, en fait, et de le donner gratuitement là, dans son village. Bien, c'est un coût qui vaut la peine de les souligner à ses employés parce que c'est le genre de geste qu'un employé peut être fier là, de travailler pour cette entreprise-là, de dire « Hey, mon entreprise aide à la communauté, j'en suis fière » et le dire. Donc, ça, c'est des petits trucs là, au niveau du sentiment d'appartenance. Ça fait le tour pour les bonnes pratiques, en fait, puis en lien avec ces bonnes pratiques-là, en fait, ce que je disais d'entrée de jeu tantôt, c'est que le secteur agricole est quand même choyé. Vous êtes quand même choyé parce qu'il y a plusieurs ressources qui sont disponibles pour vous, producteurs, selon vos besoins, selon vos problématiques que vous vivez en entreprise. Et ces programmes-là sont, pour la plupart, subventionnés. Alors, avec la FRAC, on se disait pour la présentation, bien, de mettre de l'avant ces ressources-là parce que des fois, c'est des ressources peut-être que vous ne connaissez pas puis que vous qui peuvent vraiment être intéressantes pour vous avec très peu d'investissement là, monétaire. Alors, j'en ai listé 3, puis vous allez voir aussi d'autres ressources web là, à la prochaine ACETA. Les 3 programmes que j'ai inscrits ici, c'est des programmes qui permettent pas mal de faire une intégration complète, c'est-à-dire de recruter de la main-d'œuvre, de l'intégrer comme il faut à la ferme et de la former pour qu'elle soit fidèle là, par la suite là, avec les bonnes pratiques que Frédéric vient de présenter. Alors, le premier, en fait, c'est les programmes d'apprentissage en milieu de travail, c'est les PAMT. Vous connaissez peut-être ou peut-être pas, là, on verra dans les questions que vous aurez à la fin de la rencontre. Les PAMT, en fait, c'est des programmes d'accompagnement en milieu de travail. Donc, tout se passe directement à la ferme. C'est pour des travailleurs qui ont très peu ou pas d'expérience en agriculture que vous recrutez et pour lequel vous dites, comme Frédéric disait tantôt, cette personne-là a un potentiel,
elle n'a pas nécessairement de diplôme en agriculture, elle n'a pas nécessairement travaillé en agriculture, mais si je lui montre bien les tâches, bien, elle va pouvoir devenir un ouvrier là, vraiment compétent. Alors, le programme d'apprentissage vous permet, au lieu de faire de la formation sur le tas, puis de montrer tout ce qui se passe à la ferme chez vous, puis d'en oublier probablement un peu parce que tout est dans votre tête, puis des fois, c'est plus difficile de le montrer. Le PMT a été bâti de façon très structurée. Il y a 5 productions qui sont disponibles. Alors, en production laitière, porcine, avicole, dans les serres et pour l'opérateur de machinerie. Et là, ça vous permet d'avoir vraiment un cahier, un carnet avec toutes les compétences, toutes les tâches que vous devriez montrer à votre apprenti. À ça est associé donc un crédit d'impôt. Est associé aussi un suivi avec le Centre local d'emploi de Services Québec de votre région. Alors, ça permet aussi pour vous d'avoir ce suivi-là. Une fois que le programme est complété, bien, habituellement, on a un employé là, qui est très bien formé puis qui est un ouvrier compétent dans la production, là, dans une des 5 productions que je vous ai nommées. Agri-emploi et ferme-emploi, c'est un programme, c'est 2 programmes qui sont complémentaires au PMT. C'est-à-dire que avec le temps, avec les centres d'emploi, on s'est rendu compte que le PMT, c'était bon, mais pour avoir une meilleure intégration, surtout pour des travailleurs qui sont des fois un peu plus éloignés du marché du travail ou qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement. Ferme-emploi puis agri-emploi, ça vient en amont, en fait. Alors, ça vous permet d'avoir de façon subventionnée, donc gratuitement, un appui du centre d'emploi qui va vous recruter la ressource, qui va vous accompagner aussi dans les premières semaines. Alors, pendant 24 semaines, en fait, vous allez avoir de la subvention salariale régressive de votre employé parce que vous allez avoir un soutien du centre d'emploi hebdomadairement qui va vous contacter, qui va contacter aussi le travailleur pour voir qu'est-ce qui se passe bien, quels sont les défis, faire en sorte que ça parte bien dans les premières semaines. Puis après ces quelques semaines-là de commencer, bien là, vous allez pouvoir inscrire votre employé au PAMT. Alors, le ferme-emploi et agri-emploi, c'est une démarche un peu plus complète pour des travailleurs qui en ont un peu plus besoin, qui ont besoin d'un peu plus d'encadrement, puis pour vous aussi, pour vous sentir plus appuyé par le centre d'emploi. Puis finalement, Agri-francisation, c'est un programme qui est plus récent, qui a été développé aussi par Agri-carrière en collaboration avec les centres d'emploi puis avec des experts aussi en francisation parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est des immigrants reçus, soit des résidents permanents ou des travailleurs étrangers temporaires qui ont un désir de résidence permanente et qui ont un enjeu au niveau du français, évidemment. Alors, il existe des programmes de francisation dans les régions, dans des écoles de francisation, mais ce qu'on se rendait compte, puis qu'est-ce qu'on nous donnait comme commentaire, c'était que c'était jamais vraiment adapté à l'agriculture. Alors, Agri-francisation, ça permet d'avoir là aussi un financement pour inscrire un employé qui a du potentiel, puis vous vous dites, lui, je pense qu'avec du français, il va pouvoir se développer davantage dans mon entreprise, mieux s'intégrer, peut-être avoir un objectif aussi de résidence permanente ou de supervision d'équipe ou des objectifs de ce type-là. Et la francisation va se faire là aussi directement en milieu de travail. C'est un enseignant ou une enseignante en français qui va se déplacer à la ferme. On a fait une adaptation là, dans le contexte de la COVID là, pour qu'il y ait des enseignements à distance. Mais sinon, à la base, ça se passe directement à la ferme. Puis, la francisation est faite dans le contexte agricole. Donc, oui, on apprend des mots puis des structures de phrases, mais avec le vocabulaire, les tâches agricoles. Donc, ça permet aux travailleurs de devenir vraiment plus efficaces dans son travail rapidement en français. Il y a eu des... Oui, vas-y, Frédéric, vas-y. Geneviève, je voulais juste rajouter un petit quelque chose sur les PAMT. Oui. Oui, c'est un investissement en temps,
Mais c'est vraiment bénéfique. Puis pourquoi je tiens à dire, c'est que ça m'avait marqué, là, c'est un producteur de lait qui m'avait dit ça. Lui, il a mis ses fils sur le programme, justement pour le laitier, parce qu'il disait, souvent les producteurs, on a tout ça dans notre tête. Puis même quand on forme quelqu'un, on oublie certains détails parce que c'est tellement ancré dans leur tête qu'ils l'oublient. Puis là, ils disent, au revoir que j'ai pas montré ça le temps venu. Lui, justement, il avait inscrit ses fils en disant, bien, je suis sûre que sa formation, elle est complète parce que justement, les cahiers, ils sont tellement bien faits, il énumère toutes les tâches qu'il dit, je ne peux pas passer à quelque chose. Fait qu'il disait, oui, c'est de l'investissement en temps parce que des fois, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai pas le temps de former, mais il faut que je le fasse. Mais c'est tellement bénéfique pour le long terme qu'il dit, moi, je le recommande à tout le monde qui peut le faire puis qui a un employé là, qui pense qu'il va rester longtemps dans l'entreprise parce que ça vaut vraiment la peine. Donc, excusez de la petite parenthèse. Parfait, très pertinent. Alors, ça, c'est les 3 programmes qu'on voulait vous partager. Évidemment, il y a eu le programme, on a parlé de J'y vais sur le champ, qui est un programme une campagne de recrutement là, contextualisée avec la COVID. Il y a aussi, et c'est en cours présentement, là, le programme Former sur le champ, qui est le volet complémentaire de la campagne, qui est un soutien financier pour vous, employeurs, qui recrutez justement des travailleurs de la campagne qui n'ont pas de formation en agriculture. C'est un programme qui permet d'avoir une subvention salariale pour 3 jours de formation. Donc, les 3 premières journées qu'un nouveau travailleur vient vous aider sur la ferme pendant cet été, pendant la saison, dans le contexte de la COVID. Ce programme-là a été mis en place là, avec le financement du programme PACME, là, du programme d'action concertée du gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est un autre programme qui est là pour une période fixe dans le temps. En fait, c'est jusqu'au 30 septembre. C'est très court. Les autres programmes que je vous ai parlé, c'est des programmes qui roulent en continu. Mais Former sur le champ, là, on trouvait que c'était pertinent aussi de vous le faire connaître aujourd'hui là, si vous ne l'aviez pas vu passer. Puis finalement, au niveau des ressources web, on vous laisse deux références que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. La première, c'est uplus.upa.qc.ca. Pour tous les besoins de formation, Frédéric parlait tantôt d'un des facteurs là, de bonne pratique RH au niveau de la formation. Que ce soit pour vous, que ce soit pour vos travailleurs, l'agriculture change tellement vite, il y a tellement de choses à connaître que c'est pas vrai qu'une fois qu'on a un DEP ou un DEC ou qu'on est propriétaire ou qu'on n'a pas besoin constamment d'avoir recours à de la formation pour se mettre à jour, justement. Alors, il y a beaucoup de formations continues dans toutes les régions du Québec qui sont affichées sur UPlus. Il y en a de plus en plus en ligne aussi avec le contexte qu'on vit actuellement. Alors, n'hésitez pas à aller vraiment jeter un coup d'œil souvent parce que ça bouge en fonction des périodes, en fonction des saisons. L'offre se complète. Alors, mettez ça dans vos favoris, allez zioter de temps en temps. Puis l'autre plateforme que je vais vous parler, c'est la plateforme Cible. Présentement, elle est basée sur le site, le lien que vous voyez à l'écran, puis j'imagine que la présentation là, va être disponible là, par la suite sur le lien edu.agricarrière.qc.ca. Mais dès cet automne 2020, le site va changer, va s'appeler Cible, est en train d'être modernisé. Mais là aussi, c'est pour vos besoins de formation continue, mais pour vraiment suivre des formations en ligne. Alors, c'est du développement de contenu qu'Agricarrière fait et on a plusieurs projets en cours présentement, mais si vous y allez là, dans les prochains jours, vous allez voir des formations en acériculture, sur les pesticides. Il y en a en production porcine, il y en a qui s'en viennent aussi sur les robots de traite. Il y a beaucoup là aussi de mouvements qui se fait. C'est pour des formations, donc pas en présentiel, mais vraiment en ligne avec un suivi de vos apprentissages. La plateforme Cible qui va être lancée cet automne va vraiment être très moderne dans ce style-là. Alors, je vous invite là, à garder ça, cette adresse-là aussi dans vos carnets, puis aller voir qu'est-ce que ça va avoir l'air cet automne. Finalement, dans le fond, votre point de chute, ce qu'on veut que vous reteniez aussi là, à la fin de la présentation d'aujourd'hui, pour tous vos besoins au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau du recrutement, vous avez des questions aussi au niveau des normes du travail, que vous ayez des employés ou que vous pensiez en embaucher prochainement,
rendez-vous sur le site d'emploiagricole.com. Vous pouvez alors, à ce moment-là, sélectionner votre région. Vous avez les coordonnées, soit d'une Frédéric dans la région d'Outaouais-Laurentide, mais toutes les autres régions sont très bien aussi représentées. Il y a le site d'agrijob aussi, .info, qui permet, comme je disais tout à l'heure, de recruter des travailleurs de Montréal qui viennent passer une journée à la ferme ou pour des contrats de quelques jours, quelques semaines. Là aussi, je vous invite à aller vous rendre là, sur ce site-là là, pour poser vos questions. Le site d'AgriCarrière, je vous le mets en référence, qui est un site justement plus pour des outils, des études sur les conditions de travail qu'on dépose là-dessus sur le marché du travail. Fait que des fois, ça vous permet d'avoir aussi un peu plus une vue macro de ce qui se passe chez vous, dans votre ferme, puis qu'est-ce qui se passe ailleurs. Ça vous permet d'avoir des documents de référence. Donc, n'hésitez pas aussi là, à aller naviguer sur le site puis à aller voir tous les outils qui sont là pour vous. On a mis une section COVID aussi là, en contexte de pandémie avec différentes instructions, des affiches aussi que vous pouvez mettre à la ferme. Donc, c'est un site plus de référence, mais vraiment votre point de chute pour le contact, pour des questions précises. Votre centre d'emploi, là, c'est vraiment la ressource par excellence. Alors, voilà, ça terminait au niveau du contenu qu'on voulait vous partager. Mais on était bien sûr aussi là pour répondre soit à vos questions que vous avez déjà envoyées à Audrey ou Anaïs là, pendant qu'on parlait. Donc, je vais les laisser reprendre le micro. Bien, merci beaucoup, mesdames. On a reçu quelques questions, puis on en avait quelques-unes aussi qu'on se fait poser là, depuis quelques temps. Je vais essayer d'y aller là, en ordre avec votre présentation. Avec la campagne J'y vais sur le champ, on a plusieurs personnes qui nous contactent ou qui nous parlent de situations qu'ils vivent, que oui, il y a des gens qui veulent venir travailler, mais les gens veulent faire du travail au noir parce qu'ils sont sur la PCU, justement. Ils ne veulent pas perdre cet avantage-là. Ou... Est-ce que vous avez des trucs, des astuces ou des idées magiques pour les aider à aller chercher justement des travailleurs puis les convaincre de lâcher leur PCU puis venir vraiment travailler de manière légale pendant cette période-ci? Tu y vas, Frédéric, ou je vais... Ben oui, je peux Vas-y. y aller. Des trucs en tant que tels, pas nécessairement, là, dans le sens qu'on ne peut pas les forcer, c'est ça qu'ils veulent. Je sais qu'avec la PCUE, là, ils peuvent travailler comme pour un 1000 $. Donc, je sais qu'il y a des employeurs là, qui les fait travailler un 19 heures par semaine. Une des solutions pourrait peut-être leur dire, justement, s'ils sont au noir, ils ne peuvent pas recevoir le 100 $ par semaine qui va avec la campagne pour l'incitatif. Si on parle de 100 $ par semaine pour un 40 heures, c'est quand même 2,50 $ de l'heure de prime. Donc, quelqu'un qui est payé au salaire minimum, on parle quand même de 15,60 $. Donc, c'est quand même considérable. Puis, je pense que c'est quand même à y penser. Je vous dirais, sinon, peut-être essayer avec vos centres d'emploi. On a plein de banques de candidats, justement, qui attendent juste ça de travailler, puis eux, ils veulent être déclarés. Puis c'est un service qui est gratuit, qui est là pour vous, de nous écrire puis de dire, avez-vous des candidats, ça ne coûte rien. Puis même à la minute qu'on vous en réfère également, ça ne coûte rien. Donc, peut-être aussi avoir une plus grande banque de candidats, peut-être faire appel à vos centres d'emploi. Je vous dirais aussi souvent, les jeunes, essayez-les. Il y en a, là, ils ont 14-15 ans. Eux autres, ils veulent être déclarés. Ça ne leur change rien être au noir ou non, parce que de toute manière, ils vont tous récolter, là, vu qu'ils ne payent pratiquement rien d'impôts. Je sais que souvent, ça ne nous tente pas trop d'essayer. On se dit qu'ils sont jeunes. Moi, j'ai entendu des super de belles histoires là, dans ma région. Justement, là, il y a une productrice, quand elle a vu le travailleur, elle s'est dit, mon Dieu, il est frêle. Hein? Je ne sais pas comment il va toffer. Puis elle a dit, finalement, une chance que je l'ai essayé. Il est fort, il veut, il est là à tous les jours. Puis je vous dirais, pour en avoir parlé à plusieurs, c'est souvent les plus motivés, les gens qui, peu importe la tâche, ils ne se plaignent pas. J'ai remarqué que plus qu'on vieillit en âge, plus qu'ils sont sélectifs. Là, ben là, je ne veux pas être trop penchée, j'aimerais ça amener mon chien, je ne veux pas travailler entre telle heure et de telle heure à telle heure.
Puis on dirait que plus qu'on y va avec les jeunes, plus qu'eux autres travaillaient sous la pluie. Tu sais, j'ai une productrice, là, elle me disait, justement, il a commencé à mouiller un peu. Fait qu'elle disait aux travailleurs, ceux qui veulent arrêter, là, allez-y. Puis elle dit, j'en ai deux, ils n'arrêtaient pas. Il a fallu qu'à un moment donné, il mouillait tellement que j'allais voir en disant, non, là, faut arrêter, il mouille trop. Fait que, il y a des belles histoires avec les jeunes, puis je pense que ça vaut peut-être la peine là, d'être un petit peu plus ouvert d'esprit, quitte à faire des journées moins longues, mais tu sais, avoir de la main-d'œuvre moins longtemps, c'est mieux que pas en avoir du tout, je pense, et de ne pas les déclarer parce que, veux pas, si vous faites vérifier, ben, le gouvernement, c'est après vous qui court, pas nécessairement après le travailleur. Puis pour faire un complément de ce que Frédéric disait, effectivement, de se référer au centre d'emploi parce que les candidatures qui ont été reçues via la campagne, je pense que c'était ça aussi qu'on allait chercher avec la campagne, des gens qui n'avaient pas le goût justement de rester chez eux avec la PCU à rien faire, qui avaient le goût de travailler, qui ne calculaient pas, là, tu sais, je vais-tu perdre, tu sais, qui avaient le goût. Puis qui étaient motivés, puis qui savaient que s'ils voulaient avoir effectivement l'incitatif du 100 $, du MAPAC, bien, réalistement, c'est du travail qui est déclaré. Donc, ces candidats-là, sont dans les banques des centres d'emploi. Donc, s'il y en a qui sont plus sélectifs et qui veulent plus avoir du travail au noir, bien, il y en a d'autres qui sont prêts et qui n'ont pas cette exigence-là. Donc, voilà. Super, merci. On va les référer au centre d'emploi plus fortement maintenant. Oui. Dans les bonnes pratiques de GRH, là, il y a beaucoup de formations, je pense, pour les employés et compagnie. Est-ce que vous avez une formation, là, supposons, pour devenir un bon employeur, DQ, je ne sais pas, une formation, est-ce que ça serait disponible? Je pense que c'est plus, Frédéric, que tu me diras ou tu compléteras. Là, je pense que c'est plus une approche de coaching parce que les formations en gestion, il y en a qui existent, puis il y en a vous pouvez en trouver sur U+. Il y en a des fois qui sont plus générales parce qu'être gestionnaire, c'est être gestionnaire, mais en même temps, c'est pas toujours le sujet qui... puis vous pourrez me corriger, là, mais c'est pas toujours le sujet qui vous plaît le plus. Vous aimez mieux aller vous former sur des techniques de production, puis des sujets vraiment plus agricoles. Mais je pense que quand vous avez un besoin ou une préoccupation ou un intérêt de dire je veux m'outiller un petit peu plus en gestion des ressources humaines. Je pense que la meilleure solution pour vous, outre le fait d'aller suivre une formation, c'est encore une fois, puis là, on va se répéter, mais de contacter votre centre d'emploi parce que il y a des accompagnements et des interventions en ressources humaines que vous pouvez faire avec eux qui vont être personnalisés pour votre entreprise. Avec du financement, là aussi, on n'en a pas parlé dans les programmes, mais il y a des financements disponibles de 50 jusqu'à 75% des tarifs de consultation en gestion des ressources humaines qui sont remboursés. Donc, ce n'est pas un investissement financier énorme, mais vous allez avoir du service puis du conseil personnalisé. Le centre d'emploi, les ressources comme Frédéric, puis les autres vont vous poser des questions sur ce que vous avez réellement besoin. Ça va être beaucoup plus profitable pour vous qu'une formation générale en gestion des ressources humaines. Je ne sais pas, Frédéric, si ça fait du sens, là? Je suis totalement d'accord parce que oui, c'est vague les ressources humaines, mais une pratique chez un ne fonctionnera pas nécessairement chez l'autre. Vous avez toutes des spécificités. Et souvent, on vous entend, oui, chez le voisin, c'est correct, mais chez nous, c'est pas de même. Souvent, c'est ça en agriculture, donc ça vaut la peine. Puis vous, en étant relève, vous pouvez être subventionné jusqu'à 85 donc, c'est quand même très, très considérable. Puis même, tu sais, oui, vous pouvez aller voir justement là, les centres d'emploi, juste savoir c'est quoi vos besoins. Puis il y a des parties, tu sais, vous n'êtes pas obligé de tout faire là, par le centre d'emploi, là, mais des fois, juste avoir un avis externe, savoir où vous enlignez. Qu'est-ce qui existe sur le marché. Une rencontre de 30 minutes ou même au téléphone, ça nous fait plaisir, puis on ne vous facture pas à la minute. Là. Ça nous fait plaisir justement de vous conseiller. Puis le but des centres d'emploi, c'est de vous rendre autonome. Donc, le but n'est pas de tout faire par nous-mêmes pour que vous ayez toujours besoin de revenir nous voir. Le but, c'est vraiment de vous outiller, de vous conseiller. Si vous n'avez pas le temps, ça nous fait plaisir de le faire, mais en même temps, juste vous donner des conseils aussi, là, ça nous fait plaisir. Super, merci. La prochaine question qu'on avait eue, c'était au niveau des PAMT pour le programme. C'est ouvert sur 5 productions actuellement.
Pensez-vous qu'il y aurait de la demande à élargir pour plus de production? Il y a déjà eu des réflexions sur d'autres productions, par exemple la sériculture. Puis il y en a eu d'autres aussi. L'enjeu du développement des PMT, puis de façon très réaliste, là, je pense que les 5 productions que je vous ai nommées tantôt, on couvre pas mal un gros bassin de main-d'œuvre. L'enjeu, c'est de développer un PMT où il va y avoir un assez gros bassin de main-d'œuvre pour que ça vaille le coup d'en développer un parce que ça prend des années, je vous dirais, d'avoir le financement du gouvernement. C'est tous des projets qui sont financés par le ministère du Travail. Ensuite, il faut faire des comités d'experts parce que c'est pas vrai qu'on développe un PMT puis des compétences pour une production tout seul. Il faut aller chercher les experts de métier, etc. Il faut faire valider ça par le secteur. Il faut qu'il y ait un consensus de toute la filière, par exemple la filière laitière. Donc, nos gros bassins de main-d'œuvre, c'est vraiment dans les productions qui ont été faites jusqu'à présent. Puis les plus petites qui ont des besoins, bien, ce qu'on a développé avec les autres programmes que je vous ai présentés, entre autres Agri-emploi, ça permet d'avoir tout l'accompagnement du centre d'emploi au niveau du recrutement, au niveau de l'intégration, d'avoir de la subvention salariale aussi, mais de ne pas avoir le développement en tant que tel du même gabarit de PMT, mais je vous dirais là, que c'est pratiquement la même chose qui est offerte. Puis dans Agri-emploi, toutes les productions sont en train d'être développées présentement. On est en train d'en développer plusieurs nouvelles. Je pense que ça va vraiment répondre à un gros bassin de production parce que réalistement, c'est ça, même si on voulait, les plus petites productions, ça ne passerait pas au niveau du financement gouvernemental là, pour développer un nouveau PMT. Fait que, en toute transparence, là, je pense que les 5 productions qu'on a au niveau du PMT, pour les prochaines années, à moins qu'il y ait quelque chose qui se développe, une production là, vraiment qui prend beaucoup d'ampleur, mais on devrait rester dans le cadre de ces 5 productions-là là, pour les prochaines années. Super, merci. Puis la dernière question qu'on avait reçue, c'était est-ce qu'il existe des ressources pour soutenir les producteurs qui créeraient une CUMO, par exemple, au niveau avec un employé ou C'est un dossier qui bouge dans certaines régions. Ça, il y en a eu effectivement des CUMO, pour ceux qui savent peut-être pas ce que c'est. C'est une coopérative d'utilisation de main-d'œuvre, un peu comme qu'il y en a dans la machinerie. Donc, un regroupement d'employeurs ou producteurs qui se regroupent pour se partager de la machinerie. Mais les CUMO, c'est un peu la même chose avec un regroupement pour partager 1 ou 2, 3 ressources main-d'œuvre. Il y a une CUMO qui fonctionne bien, un service de remplacement de main-d'œuvre qui fonctionne bien dans le centre du Québec, mais qui a quand même certains défis là, parce que vous comprenez un peu la logistique est plus complexe que de se partager un tracteur. Là. C'est des personnes, donc c'est de la gestion. Puis un travailleur qui doit travailler chez différents employeurs, bien, il faut qu'il comprennent puis qu'ils apprennent le mode de fonctionnement dans différentes fermes. Donc, ça devient une ressource, il faut que ça soit une ressource vraiment compétente, vraiment polyvalente. Puis, puisque ça prend des ressources efficaces pour faire ça, bien, souvent après ça, bien, il va se faire embaucher par une des entreprises qui va dire, bien là, tu es tellement bon, je ne veux plus finalement te partager avec tout le monde, je veux t'embaucher pour moi tout seul. Donc, ça, c'est un peu les enjeux qui sont là. Je sais qu'il y a quelques projets, initiatives qui se travaillent dans d'autres régions au niveau de CUMO. Nous, à Agri-Carrière, on suit ça parce que c'est très lié aussi souvent avec les PDZA, avec les plans de développement de zones agricoles. Donc, on suit ça, on les outille en termes de défis, justement, ce que je viens de vous dire, en termes de défis que d'autres CUMO ont vécu pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs ou pour en tout cas qu'ils soient... Donc, je ne sais pas si ça va prendre de l'ampleur dans d'autres régions. C'est un fonctionnement intéressant, mais avec beaucoup de défis. Pour des besoins ponctuels, encore une fois, le centre d'emploi peut vous outiller là-dedans. Mais restez à l'affût s'il y a dans vos régions des CUMO qui se travaillent. Ça prend vraiment une bonne implication des employeurs aussi autour de la table, autour de ce projet-là.
Fait que ça peut fonctionner là, si tout le monde met la main à la pâte, mais c'est assez complexe. Super, merci beaucoup. Je crois que j'avais plus d'autres questions. Mais merci beaucoup, mesdames, vraiment d'avoir pris du temps aujourd'hui là, pour venir nous parler. Autant les gens qui ont participé en vrai que la rediffusion aussi, je crois que ça va être très intéressant à réécouter. Si vous avez d'autres questions là, avec vos situations, vous pouvez soit nous écrire à la FRAC ou directement au centre d'emploi. Je suis sûre qu'ils vont être très heureuses de vous aider. Vous pouvez surveiller vos courriels. Il y a un prochain Midi Flash Frac qui sera le 5 août, à propos de la reconnaissance des acquis. Donc, ça va être très intéressant aussi. Donc, je vous souhaite une très belle journée, puis je vous remercie encore une fois de votre participation.